Donc je dis que tous ceux qui sont dans le gouvernement actuel, tous ceux qui ne font pas bien, ressortissent de la volonté de celui qui les a mis là. Donc ils lui ressemblent. C'est pas eux qui le tirent quelque part, c'est lui qui les envoie quelque part. Ne dit-on pas souvent qu'ils s'assemblent? Mais c'est vous qui attirez vers vous les gens que vous voulez. Le discours de la vérité. Alors les gens vous disent qu'ils vont tenir ou alors implémenter la rigueur et la moralisation. Vous évaluez le discours. Est-ce qu'ils incarnent eux-mêmes le discours en question? Parce que je l'ai toujours dit, et c'est sur ce plateau, comment on faisait, notamment dans d'autres civilisations, notamment la civilisation grecque, pour évaluer un magistère, notamment même celui de politicien, d'homme public, dans la Grèce antique. Il y a trois, c'est un triptyque qui permet de l'évaluer. Aristote dit, est-ce que votre discours est cohérent? Est-ce que donc on peut envisager ici la véracité du discours? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est faisable? Et vous allez remarquer que lorsqu'on est dans la sphère politique, notamment en situation électorale, les politiciens tiennent un discours juste pour enflammer les masses, juste pour séduire, même s'ils sont convaincus eux-mêmes du caractère infaisable de ce qu'ils professent. Alors, est-ce qu'ils sont vrais? Donc, c'est d'abord ça. Est-ce que le discours est logique? Est-ce qu'il est cohérent? Parfois, ça manque. Et les politiciens sont coupables de ça. Mais ils promeuvent parfois même des discours qui savent être incohérents, infaisables. Deuxième axe. Est-ce que lui-même est à l'image des valeurs ou du discours qu'il tient? C'est la dimension ethos. Est-ce que lui-même est éthique? Quand on le regarde, est-ce qu'il est une lettre ouverte dans laquelle on lit ce que lui-même défend ou prétend défendre comme valeur? Or, ça nous manque ici. Quelqu'un va vous parler de rigueur et de moralisation et il a tout un gouvernement qui est immoral. Quelqu'un vous dit qu'il veut aller à l'assaut du pouvoir par les urnes, ben il a quelques velléités insurrectionnelles. Il y a ce genre de contradiction. Est-ce que tu as l'image de ton discours? Tu dis que tu es un homme de paix, mais tu es tribaliste, par exemple. Tu es dans la division pendant que tu prônes une certaine unité. Il y a ce genre de contradiction, donc. Il y a cette dimension éthique qu'on ne retrouve pas dans le plus clair des politiciens. Maintenant, la dernière dimension, c'est la dimension pathos. Est-ce qu'ils sont donc capables de susciter une adhésion à leur discours? Les plus populaires suscitent forcément une adhésion de la part de ceux qui sont leurs suiveurs ou qui sont leurs militants. Pierre Blériot Niémec, pour accéder à la magistrature suprême dans un pays qui s'appelle Cameroun, est-ce qu'on est obligé de passer par la voie du sang? Pour accéder à la magistrature suprême, on ne devrait pas passer par la voie du sang. De même que pour s'y maintenir, il ne faudrait pas verser du sang non plus. Les déclarations du professeur Oonangini, l'ordre régnera. À ça, j'ajoute que la meilleure façon de faire régner l'ordre, c'est de faire régner la justice. Il faut que le droit, dans le cas d'espèce, le droit électoral, que la transparence soit de mise. C'est ça qui garantit la paix. Ce n'est pas des discours seuls qui garantissent la paix. Nous devons tous œuvrer à ce qu'il y ait la paix avant, pendant et après. Aucune paix ne s'impose par la force. Ce qu'on peut obtenir, c'est la calmie. Ce qu'on peut obtenir, c'est la force. Mais la paix, c'est une construction. Nous devons donc tous travailler. Et eu égard à l'intervention de la France, il faut dire qu'elle est coutumière du fait. Elle aime dire ce genre de choses. Elle n'a rien à foutre dans l'organisation de notre élection, de nos élections, comme nous ne foutons rien dans l'organisation des élections françaises. Le Cameroun appartient aux Camerounais et c'est aux Camerounais de s'assurer que les choses se passent bien. Maintenant, un camp comme l'autre, le camp de l'opposition, ne devrait en aucun cas agiter l'épée de Damoclès sur la tête du pouvoir. Le pouvoir devrait se rassurer de faire les choses avec transparence, ne pas rentrer dans ses vieilles habitudes. Ne pas croire que toutes les années seront les années passées ou toutes les élections seront semblables aux élections passées. Les Camerounais ont besoin d'une élection transparente, au moins pour une fois dans leur histoire. Au moins pour une fois dans leur histoire. Très bien. Merci Pierre Blériot. Sam Sevan veut absolument coller un tout petit mot encore en quelques secondes. En quelques secondes, juste pour indiquer que c'est bien de dire
comme nous l'avions relevé à la suite du professeur Owona, que l'ordre régnera à la loi, mais il est bon que toutes les parties sachent jouer le jeu. Parce que Mme Julie P. évoque le respect des règles, la règle de droit au niveau du code électoral. Tout à fait. Je crois que ces règles sont suffisamment claires, mais on assiste depuis quelque temps à des types de débats qui tendent à jeter l'opprobre sur la qualité de ces règles-là. Le dernier épisode de Douala est typique de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Parce que vous avez bien vu que les administratifs ont le droit et l'obligation d'accorder des autorisations de manifestation. Je m'adresse aux préfets et sous-préfets parce que Paul Biya ne leur demande pas de faire blocage à telle ou telle formation politique. Donc quand les conditions sont réunies, un sous-préfet n'a pas le loisir d'interdire la tenue d'une manifestation. Mais en même temps, ceux qui projettent des manifestations doivent être complètement sincères aussi parce que à sa descente d'avion, ou bien avant son arrivée, le président du MRC avait projeté de rencontrer ses collaborateurs au siège du parti à Daïdo Douala. Mais en même temps, ces collaborateurs-là, ce n'était pas la foule de 10 000 personnes. Donc s'ils avaient envisagé de tenir une manifestation, ils avaient le loisir de la déclarer et d'obtenir une autorisation de manifestation. Donc il y a eu un petit mauvais jeu dans le propos de Maurice Kamto à ce niveau-là, en indiquant qu'il n'y a pas eu besoin qu'il fasse la demande d'autorisation. Donc chacun doit vraiment être sincère afin qu'on n'aille pas à des formes de déflagration inutiles. Très bien. Merci Sam Sévérin. Bléreux va encore coller mot? Non. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non, J'ai un problème de temps. Allons-y. Je me suis intéressé à une actualité qui était sur un autre journal. Oui. Celle du MINCOM. Il y a Oui, il y a une grosse déclaration sur ce journal et qui a été faite hier sur le plateau de Libre Expression. Oui. Où un panéliste a déclaré que la subvention ou l'aide réservée à la presse privée n'avait pas connu le chemin qu'elle devrait connaître. C'est-à-dire, il a dit notamment que sur les 140 millions qui ont été attribués à la communication privée, 40 millions seulement ont été distribués, insinuant par là que 100 millions auraient disparu. Je veux vous dire que personnellement, cette information me tient à cœur. C'est pour cela. J'ai commencé à mener une enquête là-dessus. Recenser déjà les organes qui ont été identifiés comme devant recevoir des subventions ou de l'aide. Ouais. Commencer à travailler avec certains pour savoir quels sont les montants réels qu'ils ont perçus, pour voir si la répartition a été bien faite. Ça, c'est le premier niveau de travail que je suis en train de faire. Le deuxième niveau, c'est bien une suggestion au ministère de la Communication. Pour que de telles confusions ou de telles insinuations ne perdurent pas, il est peut-être bien d'organiser cela et que directement le ministère des Finances affecte dans les comptes des directeurs de publication et autres les fonds qui leur sont alloués. Parce que je me dis quand même que pour un ministère comme le ministère de la Communication, être pris à partir sur une question de 100 millions, ce n'est pas très bien. Et ce d'autant plus qu'il faut travailler à quitter l'idée de l'aide pour aller vers une subvention réelle. Ils connaissent les montants qui sont courants dans les pays à revenus égal. Que nous en soyons à 140 millions et qu'on en soit encore à soupçonner des choses pas claires, il faudrait qu'on clarifie. Très bien. On ferait des hommes politiques au Cameroun avec un angle tout particulier. Nous questionnons leur sincérité. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sincères? Je commence par Alain Douk. Alain Douk, quel est le regard que vous posez sur les hommes politiques dans leur volet sincérité? Écoutez, lorsqu'il faut parler de sincérité en politique, je dois vous avouer que c'est un véritable serpent de mer. Qu'est-ce qu'on entend par sincérité? On entend quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est loyal. Et est-ce qu'au Cameroun, on peut dire effectivement qu'on a ce type de profil sur le plan éthique dans la classe politique? C'est difficilement... on assume ça difficilement. Pourquoi? Parce que fondamentalement, on pourrait philosophiquement poser la question de savoir, est-ce qu'il y a de la sincérité dans la politique telle qu'elle se fait de façon pragmatique? Il y a un homme d'église appelé le cardinal Mazarin qui a commis un ouvrage appelé Le Breviaire du politicien. Donc ce n'est même pas simplement une problématique camerounaise, c'est même l'ensemble de la classe politique qu'il faut interroger sur sa sincérité. Et si on y trouve des réponses, on aura la réponse pour des Camerounais.
Alors, qu'est-ce que Mazarin dit? Il dit qu'en réalité, lorsqu'on est investi dans la politique, voilà les codes. Le code éthique. Et quand vous passez en revue ce que Mazarin dit, vous vous rendez compte que les valeurs qui sont celles des politiciens qu'il décrit là-bas sont en réalité des contre-valeurs. La tartufferie, c'est-à-dire l'hypocrisie, la trahison. Est-ce que ce sont des valeurs? Mais Mazarin dit qu'en réalité, c'est le profil type du politicien. Le mensonge éhonté. Est-ce que c'est une valeur? Non. On ne peut pas l'encourager sociétalement. Pourtant, Mazarin nous fait comprendre qu'en réalité, ben voilà comment les politiciens se comportent. Donc, ils tiennent le discours politique la plupart du temps, pas pour être vrai, et le discours même n'a pas vocation à être vrai, mais il doit donner l'impression d'être vrai. Donc, nous sommes dans le jeu de la commercialisation des illusions. Il faut donner l'impression d'être sans l'être. Donc, on vend le paraître en réalité à ceux qui sont nos auditeurs, ceux qui nous regardent, mais sans pour autant être préoccupés par le fait d'être vrai, tenir le discours de la vérité. Alors, les gens vous disent qu'ils vont tenir ou alors implémenter la rigueur et la moralisation. Vous évaluez le discours. Est-ce qu'ils incarnent eux-mêmes le discours en question? Parce que je l'ai toujours dit, et c'est sur ce plateau, comment on faisait, notamment dans d'autres civilisations, notamment la civilisation grecque, pour évaluer un magistère, notamment même celui de politicien, d'homme public, dans la Grèce antique. Il y a trois, c'est un triptyque qui permet de l'évaluer. Aristote dit, est-ce que votre discours est cohérent? Est-ce que donc on peut envisager ici la véracité du discours? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est faisable? Et vous allez remarquer que lorsqu'on est dans la sphère politique, notamment en situation électorale, les politiciens tiennent un discours juste pour enflammer les masses, juste pour séduire, même s'ils sont convaincus eux-mêmes du caractère infaisable de ce qu'ils professent. Alors, est-ce qu'ils sont vrais? Donc, c'est d'abord ça. Est-ce que le discours est logique? Est-ce qu'il est cohérent? Parfois, ça manque. Et les politiciens sont coupables de ça. Mais ils promeuvent parfois même des discours qui savent être incohérents, infaisables. Deuxième axe. Est-ce que lui-même est à l'image des valeurs ou du discours qu'il tient? C'est la dimension ethos. Est-ce que lui-même est éthique? Quand on le regarde, est-ce qu'il est une lettre ouverte dans laquelle on lit ce que lui-même défend ou prétend défendre comme valeur? Or, ça nous manque ici. Quelqu'un va vous parler de rigueur et de moralisation et il a tout un gouvernement qui est immoral. Quelqu'un vous dit qu'il veut aller à l'assaut du pouvoir par les urnes, ben il a quelques velléités insurrectionnelles. Il y a ce genre de contradiction. Est-ce que tu as l'image de ton discours? Tu dis que tu es un homme de paix, mais tu es tribaliste, par exemple. Tu es dans la division pendant que tu prônes une certaine unité. Il y a ce genre de contradiction donc. Il y a cette dimension éthique qu'on ne retrouve pas dans le plus clair des politiciens. Maintenant, la dernière dimension, c'est la dimension pathos. Est-ce qu'ils sont donc capables de susciter une adhésion à leur discours? Les plus populaires suscitent forcément une adhésion de la part de ceux qui sont leurs suiveurs ou qui sont leurs militants. Mais il faut dire qu'on doit aller bien au-delà, parce que parfois les gens doivent pondérer les émotions par la raison. Et beaucoup, comme dans les églises de réveil, où on voit aussi des gens qui suivent des pasteurs, jouent et restent sur la fibre de l'émotion sans la raison. On doit raisonner dans la sphère politique. Et il y a une autre façon de faire la politique, une façon éthique de la faire. On a par exemple Erasme qui disait en son temps que le leader politique, la chose politique, ne devrait pas se défaire de la morale. Or, c'est ce qui manque dramatiquement au pays aujourd'hui. Nos leaders ne sont pas des gens moraux. C'est-à-dire que si on va investiguer sur la vie de chacun, vous allez constater qu'ils ont des allégeances qui sont questionnables, ils sont empêtrés dans des conflits d'intérêts, dans des délits d'initiés, ce genre de choses, des compromissions crasses. Voilà le problème avec la politique telle qu'on l'a fait au Cameroun et d'ailleurs telle qu'on l'a fait un peu partout dans le monde. Tous sont empêtrés dans des choses crasses. Merci Alain Doc. Des hommes politiques au Cameroun, quel est votre regard? Je suis assez clair là-dessus. Le Cameroun, comme tous les autres pays, toutes les autres nations, a les hommes politiques qui le méritent. Pourquoi s'en prendre aux hommes politiques? Est-ce que les médecins sont sincères? Est-ce que les journalistes sont sincères? Est-ce que le peuple lui-même est sincère? Le peuple, on a un truc qu'on appelle maintenant sur les réseaux sociaux la VAR. On
peu vous opposer vos positions et vous dites... Et on peut prendre une vieille position que vous avez eue il y a 22 ans. Oui. Mais vous regardez la position et vous dites, oui, j'accepte, mais je dis ce que je dis actuellement. Et puis rien ne vous arrive. Et puis les journalistes peuvent toujours vous accueillir. Donc, c'est un peuple... le peuple camerounais, il peut donner... Bon, je ne vais pas dire la nausée, mais... on n'ira pas jusqu'à ce c'est pour ça que j'ai dit que je ne pouvais pas dire ça. Je trouve quand même que c'est un peuple un peu barbare qui aime se vautrer dans ce genre de choses. Il a les hommes politiques, le premier d'entre eux, qui incarne la cohérence de l'incohérence. C'est celui qui gère l'État depuis 43 ans. Ils sont donc des gens cohérents. Ils sont cohérents dans leur incohérence. Ils ont choisi d'être incohérents. Et ils tiennent le bon bout. Regardez simplement comment on organise la vie politique. On dit mandat des grandes réalisations. C'est quand on a fini de réaliser qu'on tombe aux opportunités. C'est-à-dire, tu ne sais même pas si c'est un tas de fous. Si tu ne comprends pas, c'est-à-dire, les gens réalisent avant d'avoir les opportunités. Nous attendons donc le leitmotiv de la campagne qui arrive. Comme ils savent inventer, bon, ils ont appris à parler français. Sauf que même dans la langue française, il faut organiser les choses de manière cohérente. On a des opportunités. Ensuite, on nous a dit récemment que le Cameroun allait se transformer en un vaste chantier. Parce qu'il faut parler avec les faits, c'est vous qui le dites dans vos... Un vaste chantier. Quand vous regardez comment c'est un vaste chantier, on a creusé partout avec des pioches, partout, et on a abandonné partout. Voilà, effectivement, c'est un vaste chantier, sauf que c'est un chantier abandonné. C'est terrible quand même. J'ai souvent vu les hommes politiques de l'opposition, parce qu'il faut parler brièvement d'eux, pour la plupart, si vous mettez de côté quelqu'un comme Frundi, vous mettez de côté quelqu'un comme Adamou Ndamjoya, vous verrez que les autres... Kodok, par exemple, c'était un ami de Paul Biya. Les gens ne le savent pas. Sur le premier acte de... Quelqu'un, tu vous diras également que Frundi lui-même a fini par être... Non, oui, moi je dis que Kodok, au départ, voilà. Frundi deviendra un complice. Kodok, lui, au départ, c'est son ami. C'est-à-dire que depuis la France, ils sont amis là-bas. Ils arrivent, je crois que quand ils descendent, ils se disent, bon, on prend les voies différentes, mais on arrive au même objectif. Quand Kodok se rend compte que Paul Biya veut tomber, il dit non, il ne va pas tomber. Les opposants croyaient que Kodok était avec eux. Il lui tend une bouée de sauvetage, il sauve Paul Biya. Et dans la sincérité de Paul Biya, vous avez été un ami de Kodok. À la dernière minute, Paul Biya le lâche parce qu'il ne lui sert plus à rien. La sincérité des hommes politiques vient encore de nous être manifestée à travers le ministre Issa Tiroma Bakari, qui avait décrit Paul Biya comme un monstre par le passé. Ensuite est venu travailler avec Paul Biya. Il a expliqué comment Paul Biya était un homme d'État exceptionnel. Il vient encore de dire que si vous demandez à quelqu'un de voter Paul Biya, c'est criminel. Donc ceux qui demandent de voter Paul Biya sont quoi? Des criminels. Qu'ils soient ceux d'aujourd'hui ou ceux d'hier, ce sont des criminels. Mais les Camerounais ne savent pas identifier les criminels. Parce que si quelqu'un vous... Oui, ils n'identifient pas. Voici, on a affaire à un criminel. Si je vois un journaliste qui dit voter Paul Biya, je dis voici un criminel. Je vois un homme religieux qui dit voter, je dis voici un criminel. Ils n'identifient pas les criminels. La sincérité des criminels, c'est laquelle? Quand vous venez d'attraper un bandit, il promet tout. Il ne dit plus jamais ça. Si vous le laissez partir, il est sincère. C'était parce que vous l'avez attrapé. Mais il va encore promettre la même chose lorsqu'on l'attrapera. Mais si on ne l'attrape pas, il continuera de faire son boulot. Nestor, Sam Sévérin Ango est un bipolaire légendaire en ce qui concerne la politique. Oh, Sam Sévérin, vous allez répondre tout à l'heure, hein, puisque le même message revient. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sincères? Non. Sam Sévérin Ango, Officer Wanangini, Belibi Abouna, Duclom Bouen. Parfois ici, Albert Zongan déclare que Frundi a gagné les élections en 92, que la coalition qui a permis cette victoire, réunie autour des caïds du parti RDPC, ont décidé, en dehors de la vérité des urnes, de ne pas laisser le vainqueur siéger et ne s'étant pas entendu sur lequel le Bello, Ndam ou Bedigui pouvaient valablement prendre le siège, ont tous jeté le dévolu sur qui vous savez. Parfois ici,
la prison, c'est la pire des choses à souhaiter à un homme. Lorsqu'on a mis un professeur en prison, 9 mois de sa vie, même si avant il n'était pas sincère, attendez, vous allez juger de sa sincérité au terme de ce processus qui a déjà commencé. Regardez par vous-même. Lui, Maurice, pour ce qui est du changement, est sincèrement sincère. C'est Dieudonné Pada du côté de Bonandio. Alors, Sam Sévéran, plusieurs messages reviennent pour dire que vous êtes le prototype même des hommes politiques qui ne sont pas sincères au Cameroun. Non, les Camerounais eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux en réalité. Voilà pourquoi toi aussi tu n'es pas sérieux. Non, je veux dire la grande masse. Moi, je n'appartiens pas à la masse, je suis au-dessus. Vous voyez. Donc, en réalité, il faut dire à nos compatriotes qu'ils ont intérêt à se cultiver. Parce que Bruno Le Maire en France, qui a terminé un des meilleurs ministres de la Macronie, a été d'abord un des fleurons de la droite dure en France. Même en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a travaillé avec Ouattara. Mais il faut que les gens soient cultivés. Ici au Cameroun, voilà, on a évoqué le cas de Chiroma. Tout à l'heure, encore que moi je n'ai rien à reprocher fondamentalement à Chiroma à la limite, donc il a fait preuve de réel politique. Chiroma est ton modèle. Non, en réalité, je n'ai rien à lui reprocher. S'il peut repartir le repas, il n'y a pas de souci, le RDPC va continuer avec d'autres personnes qui vont arriver dans la majorité au pouvoir. C'est un jeu d'intérêt au niveau des appareils, je vous l'ai dit. L'essentiel c'est qu'on s'accorde finalement sur l'objectif essentiel qui est de contribuer au rayonnement de la collectivité aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas être pris pour exemple ou bien pour cible parce que je ne suis pas un homme politique de premier plan. Il faut aller juger ceux qui ont accédé aux affaires, ceux qui ont été leaders de partis politiques et ont intégré la gestion des affaires. Ce n'est pas une belle excuse. En réalité. C'est pour justifier votre bipolarité, vous dites regardez Chiroma, regardez aussi tel en France, regardez Guillaume Soro. Donc si moi aussi je suis bipolaire au Cameroun, pourquoi vous me gardez dans? Non, ça la bipolarité c'est une pathologie, monsieur Aïssi, vous le savez. C'est-à-dire qu'on est diagnostiqué quand vous êtes malade. Non, pas du tout. Donc justement, c'est un excès de langage donc de la part. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous savez, les Camerounais sont par ordre entier déversés sur les réseaux sociaux pour régler leurs comptes et les gens vous en veulent pour dire du mal finalement. En réalité, vous savez, les gens vous détestent même pour rien. Juste parce que vous avez de la fierté à parler comme je parle là, les gens vont commencer à vous détester. Moi, je n'ai pas l'ambition de faire l'unanimité. J'ai travaillé avec Madame Julie P, où j'ai dirigé le groupe For You Radio-Télévision à sa naissance. J'ai fait beaucoup de choses dans les médias. Donc, je suis bien un des meilleurs dans ma catégorie au Cameroun, de ma génération. Vous le savez. Mais très peu en arrivent à souvent le reconnaître. Parce qu'on est dans un pays de sorciers. Dans combien de médias? Bon, alors, dans combien de... Je vois là où vous voulez en venir aussi. Mais là aussi, c'est une grande qualité d'être toujours sollicité. On l'appelle... On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, oui, vous voulez prendre la parole. Bien, écoutez, il y a un média assez connu pour ceux qui le connaissent dans l'écosystème médiatique français appelé Faits et Documents, qui a rapporté des propos du président Macron, qui décrivait dans un propos ce qu'on devait retenir du politique. Qu'est-ce qu'un politique? Donc, Macron, d'après Faits et Documents, a dit, ben, écoutez, le politique, ben, on peut l'assimiler à une espèce de prostituée. Ah bon? Ben, si on peut, peut-être que c'est très dur, mais peut-être que Macron nous dit une vérité. Alors, la prostituée, vous voyez, elle vend ses services. Peut-être que le politique, en fin de compte, c'est ça. C'est un pendu. Et vous allez voir que, dans les faits, on a l'impression que c'est ça. Hein? Quelqu'un a dit sur le plateau ici que c'est des gens qui agissent au gré de leurs intérêts. Ils s'ouvrent au plus donnant, au plus causant, au plus... Voilà. Donc, c'est en fait ça. La prostituée, ben, lorsque vous êtes là, en débat avec elle, elle peut vous faire croire que vous êtes le plus beau des étalons, a écrit FSC. Pourtant, elle simule. Ben, c'est ça aussi, cette hypocrisie, hein, cette tartufferie qu'on retrouve dans la sphère... Non, vous êtes un peu trop du monde. Non, parce que parlant de la politique au Cameroun, pardon, accordez-moi quelques secondes. Quand vous allez prendre la parole, non, vous parlez avec beaucoup de simplisme. Non. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Ce n'est pas facile de rentrer dans cette arène. Je parle escalité. Je suis entré là-dedans, d'abord journaliste à la base. Je vous assure, ce n'est pas du tout facile. Parce que c'est bien de s'ériger en donnant de leçons les vrais hommes dans leur capacité à ne pas être des girouettes. Exactement. D'accord. Un homme qui tourne comme une girouette au gré du vent. C'est un problème, ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'ancrage axiologique. Et ça,
pour un pays tel que le C'est nôtre, quoi l'unité de totalement mesure de dévasté, stabilité? il faut des gens qui sont ancrés dans les valeurs. Et c'est pour cela que, réagissant notamment à ce qu'un téléspectateur vient de dire, j'encouragerais plutôt Blériot à entrer dans la sphère de la politique, parce que, dites-vous, on ne va pas laisser tout le temps les gens médiocres, moralement, éthiquement, nous diriger. Moi-même, par la suite, je vais entrer en politique. Parce que je ne peux pas accepter longtemps me laisser gouverner par des gens qui n'ont pas de valeur. Et parce que, puisque c'est la politique qui décide de tout, je vais subir. On va passer la parole à Pierre Blériot. Blériot. S'il vous plaît, on passe Voilà. la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, je voulais justement vous poser cette préoccupation. Vous qui voulez être candidat en 2032, il y a un téléspectateur qui disait tout à l'heure qu'il faut laisser cette affaire. Vous qui êtes un homme moral, un homme qui a un certain nombre de principes, qui a de la dignité, et ainsi de suite, vous allez vous salir dans cette affaire. Vous suivez ce conseil ou alors vous pensez que vous pouvez faire la politique autrement? J'ai eu le temps de réfléchir sur ce conseil avant que de me décider. Je vous ai dit, j'ai été étudiant, j'ai été vice-président d'étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. J'ai vu les camarades, déjà au niveau de l'université, faire preuve de trahison. On les instrumentalisait déjà à ce niveau-là. Ils ont continué. Il y en a qui ont une longueur d'avance dans l'hypocrisie, mais aussi dans la malice. Ils se positionnent avant. Vous ne pouvez pas changer les choses si vous êtes au milieu de l'échelle ou au bas de l'échelle. Vous ne pouvez pas fondamentalement. Je veux dire que si vous êtes surveillant général dans un lycée, vous essayez d'implémenter une certaine moralité, elle n'ira pas bien loin si le proviseur de ce lycée n'est pas dans cette logique. Mais une fois que vous êtes proviseur d'un lycée, vous n'allez plus justifier les tripatouillages par le fait que tel surveillant général, le surveillant général qui ne me ressemble pas, n'est pas dans mon équipe. Donc je dis que tous ceux qui sont dans le gouvernement actuel, tous ceux qui ne font pas bien, ressortissent de la volonté de celui qui les a mis là. Donc ils lui ressemblent. C'est pas eux qui le tirent quelque part, c'est lui qui les envoie quelque part. Ne dit-on pas souvent qu'ils s'assemblent? Mais c'est vous qui attirez vers vous les gens que vous voulez.